et bien après avoir dit que je ne voulais pas le faire, finalement, vu que cette vidéo a l'air de, la vidéo précédente a l'air de vous avoir plu, puisqu'il y a eu un nombre de visites que moi-même j'espérais pas, et bien je fais un petit numéro bonus où on va faire un peu de pornographie informatique. On va déshabiller la machine. Bon, je ne me rappelle plus comment ça marche, donc vous me pardonnerez si j'hésite un petit peu, c'est pas très compliqué. Cependant, on peut y arriver assez facilement. La prise des disques est là et le câble est assez court, donc il faut pas tirer trop loin parce que sinon on peut pas rebrancher. Après, ah oui, bah si, voilà, après c'est simple. Et voilà. Comment on fait une machine modulaire. Avec les 3 connecteurs de bordure. Je sais pas si on les voit bien, je regarde. Ouais, on voit bien. Donc, 2 cartes empilées. Entrée-sortie. Sur le dessus. Ça, c'est le truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. À mon avis, j'y connais rien en électronique. Alors ça s'appelle 68 PLLB. Et à mon avis, Sword avait sans doute l'intention de fabriquer un ASIC. Et ils ne l'ont pas fait, j'ignore la raison, les coûts, un problème de développement, je ne saurais pas dire. Donc on a une espèce de carte fille qui est posée sur un socket de chip tout à fait classique, comme une ROM, mais c'est pas une ROM. Et elle est d'autant plus bizarre que vous voyez, il y a du fil wire wrap qui a été ajouté sur la carte et qui va se piquer directement dans le bus. Mais là, on sent qu'il y a eu un problème de développement à ce niveau-là. Et moi, j'ai pas d'informations, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais vous montrer un peu en caméra portée un peu le dessus. Donc vous voyez que c'est une carte supérieure assez dense. Le type graphique ici, c'est un NEC des 7220D. Me demandez pas à quoi ça sert, je sais que c'est graphique, c'est tout. Il dispose de sa propre banque de mémoire et le reste c'est plutôt de la logique avec des IC74. On reconnaît une ROM qui sert probablement encore au graphique et donc de ce côté-ci de la carte on est plutôt dans la partie contrôleur de disque. Le PLL, je sais pas ce que c'est, honnêtement je sais pas. Alors vous voyez l'équivalent des bugs, vous voyez les petits fils verts qui courent, et bien ça c'est l'équivalent d'un bug hardware et qui est réimplanté directement dans le bus qui mène tout de suite en dessous à la carte mère principale qu'on va voir après. Donc après comptage, on s'aperçoit que la mémoire graphique donc, qui est là, il y a 128 kilooctets de mémoire graphique dédiée qui ne sert qu'à la vidéo. Donc 128 kilooctets de mémoire graphique ici, il y a 64 000 kilooctets, on va voir sur la carte en dessous, dédiés au Z80, et 256 kilooctets dédiés aux 68 000. Donc on a un total qui doit friser pratiquement qui est un peu en dessous, mais qui doit être dans les 450K de mémoire.
à une époque où les machines personnelles ont 48K, donc on a 10 fois plus de mémoire qu'une machine personnelle. Bon, il y en a qui est dédiée à certaines choses, c'est pas partagé, c'est vraiment de la mémoire qui ne sert qu'au graphique. Voilà, viens ici. Donc voilà, dernier plan sur la carte écran et contrôleur de disque. Et en dessous, dans toute sa splendeur, la carte mère principale. Oh, voilà. Donc, si vous ne saviez pas à quoi ressemblait un 68000 dans son état naturel, c'est l'énorme puce qui est ici. Ça doit être un des derniers processeurs qui a été vendu dans un package 10 pans de rangée. Ça, c'est des barrettes de résistance. Des interrupteurs dont je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Qui ne sont en tout cas pas documentés. Qu'est-ce qu'on voit également? La ROM ici, donc vous voyez que c'est une ROM 00A, donc une des toutes premières révisions. Le Z80, j'aimerais bien mettre là dessus. Il est là. Le Z80 est ici. Alors c'est pareil, il y a quelques ASIC marqués sortent, donc des choses faites sur mesure. Là il y a toute la mémoire des 256 kilooctets de mémoire du 68000. Et je cherche la mémoire du Z80, je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est ici, me semble-t-il. Voilà. Donc, alors là, en revanche, la carte mère est vraiment très intégrée, très belle. Il y a juste eu un petit cafouillage dans ce coin-là. Je sais pas si on voit vraiment. On a un peu de wire wrap qui est venu se mélanger dans les pattes, des contrôleurs de la mémoire. Dernier truc que je voulais vous montrer. Petite chose là. AM9511A, c'est le coprocesseur arithmétique AMD pour le Z80, enfin qui était utilisé, il était généraliste, mais il était utilisé en couple en général avec un Z80. La carte vue du dessous, rien à en dire. C'est vraiment c'est encore de l'électronique années 80 quoi. C'est juste double couche avec une face avec les composants, même pas de passif sur le dessous, juste les soudures. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à la remonter pour voir si j'ai pas fait de bêtises. On y est. Et voilà, clipé en place. Et donc, par cette horreur de câble
lecteur de disquette qui est vraiment difficile à mettre, il faut un peu de doigt de magicien, sinon c'est vraiment l'enfance de l'art. Pareil, des détrompeurs partout, très peu de chances de faire une erreur. Ah oui, si, il y a un truc que j'ai pas montré. Sur la carte mère, il y a une rangée de LED qu'on peut apercevoir par un trou ad hoc ici. Et les LED donnent des informations sur le processus de démarrage et sur les pannes matérielles éventuellement. C'est à l'alimentation que je dois d'avoir eu cet ordinateur à l'époque, donc je suis un peu reconnaissant. Dans la mesure où, en fait, c'est un ordinateur qui a été endommagé par la foudre. Et il a été considéré irréparable par l'assureur qui n'y connaissait rien en informatique. Et il a oublié qu'il y avait un fusible dans le PSU. Et donc, quand il a été question de jeter la machine, on m'a laissé regarder. On m'a dit si elle marche, tu la gardes. Et donc voilà, en remplaçant le fusible, et ben elle a marché. Après, on va pouvoir rebrancher et rebooter pour s'assurer que tout a été bien mis dans le bon ordre. Vue frontale de la machine, où on discerne bien les deux lecteurs de disquette 1 méga 2 à verrou, ainsi que le logo M68 et sur la gauche le logo Sword Corporation et le voyant Power. Rien de particulier dans l'apparence de cette machine, très standard pour l'époque. Le pied de moniteur, très pratique pour la bonne hauteur. Et enfin le moniteur 12 pouces monochrome à phosphore, très fin puisque il n'y a pas plusieurs photosites pour simuler une seule couleur mais un seul. Et donc on a une grande précision de tracé dessus. Donc petit plan du clavier où on voit les touches CAPS S1 et S2 qui sont repérées par un voyant quand elles sont en cours d'utilisation. Et également les touches dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, donc la touche sous le return qui s'appelle Line Feed et la touche à gauche du Shift Backspace. On voit également dans le coin à droite la touche 000. Pour le reste, clavier tout à fait ordinaire, si ce n'est que le pavé numérique n'a pas de verrouillage puisqu'il est systématiquement en activité et les déplacements ne se font que par les flèches qui sont situées au-dessus. C'est pas pratique pour jouer, mais comme c'est pas un ordinateur de jeu, c'est pas vraiment un problème. Vue détaillée de la façade arrière, avec en haut à gauche le bus S100 avec deux emplacements, donc des cartes larges sans point de contact. Un des emplacements étant occupé par le dongle GEPSI qui sert à autoriser le démarrage de PIPS. Comme à l'époque les disquettes étaient très fragiles, il n'était pas question d'interdire aux gens de copier les supports, mais en revanche on pouvait trouver des astuces pour les empêcher de démarrer. En dessous de la cartouche, vous voyez le port clavier, le port pour brancher des lecteurs de disquettes externes. En dessous encore, tout en bas à gauche, le reset, un interrupteur qui envoie des interruptions non masquables au 68000, la prise GPIB et les deep switch ainsi que le potentiomètre de réglage de volume. Alors il n'y a pas de son dans cette machine. Il y a un bip tellement affreux qu'on règle le volume à 0 et on s'en tient là. Le connecteur bleu au centre de la machine, c'est la prise pour les disques durs externes et juste en dessous on a le port parallèle. Les trois slots ronds sont dans l'ordre la prise pour le crayon optique, la prise pour le moniteur monochrome et la prise pour le moniteur couleur. Juste en dessous, port parallèle et deux ports série A et B pour interfacer la machine avec un modem ou avec un câble nul modem avec un autre ordinateur.
Juste au-dessus donc de ces connecteurs, 3 slots d'emplacement d'extension mémoire, chacun pouvait prendre une carte de 1 méga max. Et à droite, classiquement, alimentation, bouton marche arrêt, le passe-flow pour brancher l'écran et la prise input. À droite, prise de terre séparée pour mettre la machine à la terre. Donc il n'y a plus qu'à le vérifier que je ne me suis pas trompé dans mon remontage et à le remettre en marche. Alors la machine en elle-même, elle fait 15 kg. J'ai vérifié les specs. Le moniteur, il doit en faire 3-4 et le clavier, il en fait 1,5 ou 2. Donc on a facilement un ensemble à 20 kg. C'est pour ça que je souffre un peu là. Bon, jusque là le bruit du PSU est normal. Surprise, surprise. Oui, magnifique. Le jeu du SWORD M68. Je vais peut-être mettre le son, histoire de... Voilà. Le jeu avec du son. Nous on joue Champion, les carrés... les pièces rondes. Et donc par exemple si on veut jouer à Othello en mettant 4-6, on le tape sur le clavier de manière manuelle. Voilà. Et vous entendez pourquoi personne n'a jamais utilisé le son d'un SWORD. Bon, après c'est du basique interprété, donc il va prendre son temps pour réfléchir, ce qui donne mon illusion, voilà. Et en fait il est assez fort, ou alors c'est moi qui suis particulièrement faible, mais il n'était pas, de mémoire, il n'était pas si facile que ça à battre. Et donc, à cette époque, SWORD commençait à avoir des ambitions dans le domaine de la conception assistée par ordinateur. Là, on est vraiment dans les prémices. Mais 2 générations d'ordinateurs plus tard, donc dans les années 87, après avoir été absorbé par Toshiba, cette ambition va s'incarner dans un logiciel qui s'appelle CatBrain et qui est un des premiers logiciels de dessin technique. Alors bon, je ne peux pas vraiment faire de démonstration de dessin technique dans la mesure où moi j'ai un écran de gestion qui n'est pas du tout adapté en fait, à ce genre de démonstration. Puisque je n'ai pas de nuances, je n'ai que 2 couleurs. On voit quand même que il y avait, surtout si on se souvient de ce qui était vendu de manière comparable à l'époque, on se rend compte tout de suite qu'on était quand même déjà dans une dimension différente. Bon, ça c'est un grand classique des 80s, c'est pour la nostalgie. Qui n'a pas dessiné. Alors voilà, ça c'est particulier, on pouvait peindre avec des trames, ce qui permet même sur un système bicolore d'avoir un semblant de nuance. Voilà. Voilà, donc ça c'est CPM 68K, c'est pareil, c'est quelque chose que qu'on ne voit pas tous les jours.
Système rare qui a été utilisé principalement sur un ordinateur américain qui s'appelle Sage, pour autant que je sache, et qui était un peu un bricolage de même nature que le sort, articulé autour d'un 68 000. Deux machines qui finalement, bien que n'étant pas du tout conçues de la même manière et par les mêmes personnes, avaient un feeling assez proche. Voilà. Et donc on voit le contenu en fait de CPM. À l'époque, le système c'était ça. Et encore, il y a des commandes qui n'existent pas dans le CPM et qui sont des particularités de Sword. Par exemple, Sysgen permet de fabriquer une disquette système de secours, et je ne crois pas que ça fasse partie de la distribution CPM 68K d'origine. Et donc là, non seulement vous avez le système, mais en plus vous avez le C. Voilà, bon, cette fois-ci j'ai fini mon tour, donc j'essaierai de faire un montage rapide pour compléter le premier volet de ce que j'avais déjà montré.